Bonjour et bienvenue. Si tu es ici, c'est que tu veux apprendre ou que tu veux progresser en management. Donc, ravi de te rencontrer et de pouvoir t'aider avec cette série de 3 vidéos offertes. Le management, c'est quelque chose de très pointu, de très compliqué. Il faut être bon dans plusieurs domaines pour être un manager. Ça ne nous demande pas de maîtriser à la perfection un domaine en particulier, mais de très bien les maîtriser plusieurs domaines. C'est ça qui rend le management des hommes et des femmes complexe. Alors, tu te demandes sûrement qui je suis. Alors, je suis Loïc Paris, j'ai 35 ans. J'ai été pendant 10 ans manager. J'ai encadré des équipes de 4 et pour finir avec une équipe de 30 personnes dans le secteur de la distribution. Et évidemment, mon parcours au cours de ces 10 années a forcément connu divers aléas, beaucoup de richesses, beaucoup de diversité, le plaisir de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait ce métier, le plaisir de les aider à progresser, le plaisir de les faire réussir, le plaisir de faire réussir une équipe collectivement. Ça, c'est extraordinaire. Vous avez ce pouvoir-là quand vous êtes manager. Vous avez le pouvoir de, si vous faites bien les choses, de faire réussir tout le monde. Et je pense qu'il y a très peu de métiers où on a cette responsabilité-là, mais aussi cette possibilité d'avoir de grands succès collectivement. Et c'est ça qui est génial dans le management. Donc on va commencer cette vidéo avec un sujet qui me semble essentiel pour commencer. Et c'est une question que l'on m'a souvent posée, des managers m'ont souvent posé, des managers débutants m'ont souvent posé cette question. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter pour tous les managers et pour ceux qui débutent. Alors évidemment, suivant votre niveau d'expérience, on commet plus ou moins d'erreurs. C'est de toute façon l'expérience, c'est les situations que l'on vit qui font que l'on commet de moins en moins d'erreurs en management, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en commet plus quand on a 10 ans d'expérience. Ça veut dire qu'on a vécu plein de situations avant qui font que l'on en commet moins. Voilà. Je vais te parler des erreurs qui sont, selon moi, les plus pénalisantes, qui reviennent de façon systématique. Et si tu prends bien conscience des erreurs dont je vais te parler, et si tu y fais bien attention, tu commettras moins d'erreurs. Et en commettant moins d'erreurs en management, qu'est-ce qui se passe? On a souvent une équipe qui est beaucoup plus motivée et souvent plus performante. Je vais parler des débutants. Et ce qui est en fait très difficile pour quelqu'un qui débute en management, c'est que en général, il est nommé, il n'a pas forcément eu de formation en management, ou il a eu des formations qui étaient très théoriques, et il est un peu lancé dans le grand bain. Et là, il a très peu de temps pour convaincre. Et qui est-ce qu'il doit convaincre? En priorité, son équipe et son manager, son N+1 qui l'a nommé, ou le N+2 qui a pris parti pour lui et qui a décidé de le nommer. Donc, très rapidement, vous devez montrer votre crédibilité à ces deux parties. Si vous ne réussissez pas ça, c'est un très mauvais départ et vous allez mettre plusieurs mois avant de regagner la confiance de tout le monde, et ça va être très compliqué moralement pour vous, psychologiquement pour vous. Donc, ce qu'il faut à tout prix, c'est s'éviter ça. On dit souvent que la première fois qu'on voit quelqu'un, il faut faire une bonne impression. Et bien dans le management, c'est pas en une fois, mais on va dire que sur les 5-6 premières rencontres, on va vous juger et déjà vous
de vous classer dans des cases. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais m'efforcer de vous donner les erreurs les plus bêtes, les plus banales, afin d'éviter ce phénomène que je viens de vous expliquer. La première erreur, quand vous reprenez une équipe, un service, la première erreur, et beaucoup de gens la font, moi je l'ai fait en tant que manager sur mon premier poste, c'est de critiquer votre prédécesseur. Alors ça c'est vraiment une erreur, parce que d'une part vous ne connaissez pas les relations que peuvent avoir votre supérieur hiérarchique avec votre prédécesseur, vous ne connaissez pas les liens que votre prédécesseur avait tissés avec ses collaborateurs. Vous arrivez, vous connaissez personne, et déjà vous commencez à dire que tout ce qui a été fait avant, c'était pas bien. Et ben, les gens ils se disent quoi? Ils se disent ce monsieur est prétentieux, hein. Donc il manque foncièrement de modestie ou d'humilité. Et donc, déjà, dans la tête des gens, déjà, ça part pas bien. Donc ça, faites-y très attention. Quand vous arrivez, vous ne critiquez pas votre prédécesseur. Vous essayez au maximum de discuter avec vos collaborateurs afin de recueillir un maximum d'informations, afin de faire un petit état des lieux en arrivant, mais vraiment sur ce que chacun de nos collaborateurs peut dire de la situation existante du service ou du périmètre. Donc, surtout ne pas faire cette erreur, ayez de l'humilité, discutez avec vos collaborateurs, parlez avec eux, demandez leur ce qu'ils pensent de tel point, de tel autre point, de ce qu'eux voudraient faire, ce qu'ils penseraient que ce serait mieux de faire. Voilà. Dans un premier temps, on ne va pas sur ce terrain-là. De toute façon, un grand leader, c'est quelqu'un qui a de l'humilité. Donc, ça passe déjà par là. On continue avec la deuxième erreur. Alors là, c'est une erreur que font beaucoup de gens aussi, et les débutants souvent aussi, c'est de vouloir tout contrôler et de ne faire confiance à personne. Si vous ne faites pas confiance à votre équipe dès le départ, ça va être compliqué. On n'en parlera pas, mais dans mes prochaines formations, on parlera de gestion du temps, et je vous dirai que de manière générale, vous n'avez pas à contrôler 100% des tâches opérationnelles. Vous pouvez faire un contrôle aléatoire de 10 à 15%. C'est suffisant pour voir les dysfonctionnements. Pour les 90% ou 85 autres pourcents, vous faites confiance à votre équipe. De cette façon, vous libérerez du temps vous-même pour des choses qui sont vraiment importantes. Le management, l'encadrement de l'équipe, la vision que là où vous voulez aller, là où vous voulez emmener votre équipe, comment vous allez les manager, comment vous allez les accompagner au quotidien, comment vous allez leur montrer le point que vous voulez atteindre avec eux et comment vous allez y aller. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous voulez tout faire à la place des autres, c'est ingérable. C'est ingérable, et derrière, malheureusement, vous allez sombrer, parce que personne peut... si vous avez une équipe de 10 personnes, vous ne pouvez pas faire le travail de 10 personnes. C'est impossible. Même si vous faites 100 heures par semaine, ça ne fonctionnera pas. Troisième erreur, vouloir instaurer des changements trop rapidement. Je vous l'ai un petit peu expliqué juste avant, mais il va falloir dans un premier temps faire un état des lieux de vos collaborateurs, de la situation
du périmètre, du commerce, enfin de votre service, etc. Et ça prend du temps et il faut discuter avec les gens, il faut aller les voir, il faut parler avec eux, il faut les recevoir dans un bureau ou ça peut se faire en bas sur le terrain. Mais enfin, vraiment, moi je dirais que il faut, pendant un mois, vous touchez à rien, quoi. Pendant un mois, vous récoltez et à la fin du mois, vous discutez avec vos collaborateurs. Hein. Et là, ensemble, vous décidez des changements qu'on peut instaurer tout de suite, rapidement, mais avec l'approbation de tout le monde. Hein. Ça serait très malvenu de vouloir prendre des décisions sans l'avis de personne et de le faire une semaine après que vous soyez arrivé. Donc je vous déconseille très fortement cela, c'est vraiment une très très grosse erreur. Une autre erreur qui arrive régulièrement, c'est de ne pas recadrer. Si vous ne recadrez pas vos collaborateurs, lorsqu'ils sont en faute, lorsqu'ils font des erreurs, vous passerez pour un manager qui sera considéré comme faible. Donc les gens se permettront de plus en plus de choses qui seront hors cadre. Donc c'est pas une bonne attitude, hein, c'est pas une bonne attitude. Recadrer systématiquement tout le monde et tout le temps, c'est pas non plus la bonne attitude. C'est exactement l'opposé. Mais là aussi, c'est pas une bonne attitude parce que vous allez passer pour un manager tyran. Et puis les gens, à chaque fois, les gens n'oseront plus rien faire, n'oseront plus bouger, n'auront plus aucune liberté, donc sera obligé, ça revient un peu à tout contrôler, comme on l'a dit tout à l'heure. Les gens vont se décharger, et ça va être votre problème, ça va devenir votre problème à vous, alors que c'est leur problème à eux. Donc c'est important de ne pas non plus tomber dans cet effet inverse. Hein, donc il faut trouver comme je l'ai dit, le juste équilibre, le juste milieu. Pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est très rapidement, hein, dans votre prise de fonction, vous réunissez tout le monde et vous expliquez un petit peu le fonctionnement, le système dans lequel vous voulez évoluer, avec ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Donc, et insister vraiment sur l'état d'esprit que chacun doit avoir et que chaque personne doit vraiment se mettre au service de l'équipe. Quelqu'un qui prend une mauvaise décision, qui ne respecte pas une règle, il se pénalise lui-même, mais il pénalise aussi ses camarades. Donc c'est important vraiment d'expliquer un petit peu le mindset, l'état d'esprit que vous voulez dans ce groupe et de les informer très tôt de ce qui est possible de faire ou de ce qui n'est pas possible de faire. Et de l'expliquer en disant voilà, moi j'ai ce projet-là, je veux atteindre tel objectif. Et pour atteindre cet objectif, on n'y arrivera que si on est une équipe. Je ne pourrais pas y arriver. Moi tout seul, je ne pourrais pas y arriver. Moi, avec 2 personnes dans l'équipe, si vous êtes 10, on ne pourra pas y arriver. Par contre, si tout le monde joue le jeu, on peut l'atteindre, cet objectif. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut présenter les choses et responsabiliser chaque personne et dire que c'est important que chacun joue son rôle et qu'il ne faut pas déborder. Hein, parce que si on déborde, on pénalise tout le monde. Donc une autre erreur, on l'a abordé un petit peu juste avant, mais c'est de ne surtout pas avoir, comme on dit, la tête dans le guidon. Parce que si vous avez la tête dans le guidon, vous allez surchauffer. Donc vous allez surchauffer et ça sera bénéfique ni pour vous, ni pour votre équipe. Donc il va falloir que vous appreniez à vous organiser, il va falloir que vous appreniez à votre équipe également à s'organiser,
Vous allez devoir gérer votre agenda. La gestion de l'agenda dans l'organisation, c'est le truc, je crois, le plus important. Il faut aussi que vous gérez vos emails. Quand on est en entreprise, moi je me souviens, sur un de mes périmètres, je recevais 200, 300 emails par jour. Et je voulais répondre à tous, je voulais tous les voir. Sauf qu'à un moment donné, j'ai surchauffé, quoi. Tu peux pas répondre, tu peux pas avoir... Enfin, tu perds 2 ou 3 heures par jour, 2 ou 3 heures où tu peux faire autre chose pour faire progresser ton équipe, à lire des emails qui souvent sont pas importants. Sur les 300, il y en a 10 qui sont importants. Donc, à un moment donné, il faut mettre une stratégie en place pour bien gérer ces emails. Faites attention également aux sollicitations. Tout le monde va vous solliciter. Alors, votre équipe va vous solliciter, et là, il faudra effectivement être à l'écoute. Mais votre N+1 va vous solliciter, votre N+2 va vous solliciter, vos collègues qui sont responsables de service ou managers à côté vont vous solliciter, et d'autres collaborateurs de l'entreprise vont venir vous solliciter. Et on va tiens, tu peux pas m'aider à faire ça, tiens, tu peux pas, j'ai un dossier, est-ce que tu peux le prendre, etc. Donc, on en rediscutera, mais il faut apprendre à dire non, parce que on ne peut pas tout faire. On a une journée, moi j'étais dans la distribution, on faisait des journées de 12 heures, et j'aurais pu rester 15 heures au magasin, 16 heures, 17 heures, 18 heures. On peut pas tout faire, donc il faut apprendre à dire non. Alors je dis bien apprendre à dire non, parce qu'il faut pas juste dire non et puis je me barre. Il faut apprendre à dire non. Ça s'apprend. Il y a des techniques pour apprendre à dire non et pour que ça se passe bien et pour que ni vous ni la personne en face ne soit frustré. Donc c'est un volet très important parce que sinon ça va vraiment jouer sur votre santé, sur votre physique, sur votre état physique et puis sur votre santé morale. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège, il faut apprendre à déléguer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous déléguez, vous contrôlez, pas systématiquement, vous contrôlez 10 ou 15% du temps. Ou des fois, si vraiment c'est très important, oui, là, vous contrôlez, parce que si c'est la première fois que vous apprenez quelque chose à quelqu'un, vous voulez être sûr qu'il va bien le faire, la première fois, après, vous le contrôlez. Peut-être la deuxième fois, mais après, c'est bon, vous lui faites confiance. Et vous contrôlez peut-être que 3 ou 4 semaines plus tard. Hein, donc voilà. Ça, c'est vraiment très très important si vous voulez apprendre à gérer votre temps et à devenir efficace. Il va falloir le faire. Sinon, vous allez avoir la tête dans le guidon et vous serez, ça va vous miner moralement, ça va vous fatiguer et malheureusement, vous serez moins performant et votre équipe aussi. Parce que si le manager n'est pas performant, si le manager n'est pas carré, si le manager ne sait pas s'organiser, comment voulez-vous que son équipe s'organise? Alors, une erreur qui revient régulièrement, c'est de ne pas travailler la cohésion de votre équipe. On a tous besoin de sentir qu'on appartient à une équipe. On parle de la pyramide de Maslow, du sentiment du besoin d'appartenance. Eh bien, c'est extrêmement vrai dans votre équipe et au travail. Les gens ont besoin de savoir qu'ils appartiennent à un groupe, à une équipe. C'est important. Cela les motive énormément. Alors, comment on crée de la cohésion dans une équipe? Alors déjà, pour qu'il y ait de la cohésion, il faut qu'il y ait de l'information. Il faut qu'il y ait de la communication. Donc, il va falloir parler individuellement avec chaque collaborateur. Il va falloir parler collectivement, il va falloir donner des informations, il va falloir présenter un projet, il va falloir expliquer quelles sont vos attentes, il va falloir il va falloir connaître, savoir quelles sont eux
quels sont les besoins, quels sont leurs besoins. Il va falloir évidemment présenter les choses et dire comment on va faire les choses pour atteindre ces objectifs. Et surtout, il faut aussi également fêter les victoires. Ça, c'est important quand vous atteignez un objectif avec votre équipe. Et ben voilà, enfin, c'est formidable. Donc, bah, ça se fête. Moi, ça m'est arrivé de payer le resto à mon équipe parce qu'on avait fait quelque chose de super. Évidemment, je ne l'ai pas fait toutes les semaines parce que sinon je me serais ruiné. Mais ça m'est arrivé de le faire. Hein, et sans faire un resto, d'ouvrir une bouteille de champ, faire un petit déj un matin pour que l'équipe, pour faire plaisir à tout le monde parce que les chiffres étaient bons. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée, du lien. Alors après, si vous êtes dans une grande entreprise ou si vous avez des moyens, vous pouvez faire appel à un coach de cohésion et vous pouvez tout à fait organiser un séminaire pour travailler là-dessus. Maintenant, évidemment, ça coûte assez cher, donc toutes les entreprises ne sont pas prêtes à payer un coach de cohésion. Moi, j'ai participé à des séminaires de cohésion et je peux vous dire que ça marche. Donc voilà. Si vous voulez le faire, évidemment, c'est un plus. Maintenant, je vous dis, si vous avez les moyens, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, ne le faites pas. Mais vous pouvez faire aussi des petits trucs sympas, comme ce que je viens de vous expliquer. Une autre erreur qui arrive, qu'on voit des fois des responsables, des chefs d'équipe, des managers qui perdent leur sang-froid parce qu'il y a eu, à juste titre, souvent, parce qu'il y a eu un problème. C'est vraiment quelque chose de... si vous êtes vraiment énervé, allez faire un tour, quoi. Allez vous promener pendant 5 minutes dehors, allez boire un café, enfin non, peut-être pas un café, une camomille, mais il ne faut surtout pas donner cette image-là à votre équipe de quelqu'un qui perd son sang-froid, ça donne l'impression que la personne ne sait pas où elle va et qu'elle explose, et si elle explose, c'est parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Donc vous perdez évidemment de la crédibilité vis-à-vis de votre équipe. On peut recadrer les gens sans forcément s'énerver. On peut recadrer les gens dans un bureau et dire voilà, tu as dérapé, tu as commis telle action, c'est inacceptable. Il y a des mots qui sont plus forts. Les mots sont plus forts que des cris. Donc vraiment, je vous invite à ne jamais perdre votre sang-froid ou à crier devant votre équipe ou devant tout le monde. Je dis pas que ça m'est pas arrivé, ça m'est arrivé. Après avec la maturité et l'expérience, on se rend compte que c'est pas la bonne solution. Donc vous êtes capable de recadrer une personne ou une équipe sans avoir besoin de vous énerver ou de crier. Je vous dis ça, c'est vraiment un conseil, je vous invite à la prudence avec cela. Surtout, gardez le contrôle de vos nerfs, parce que vous allez perdre toute crédibilité si c'est votre mode de fonctionnement. Alors la 8e erreur, c'est de persister à vouloir être l'expert. Vous étiez, avant d'être nommé, un technicien, un employé, et vous étiez excellent dans votre domaine, vous étiez peut-être même le meilleur, ce qui fait qu'on ne venait jamais vous voir pour vous contrôler ou pour vous dire ce que vous aviez à faire. Quand vous passez manager, il faut bien comprendre que vous changez de métier. Vous n'êtes plus un technicien, vous n'êtes plus un employé. Vous gérez une équipe, vous gérez un périmètre de gestion, vous gérez un service.
Il y a plusieurs personnes dans le service. S'il y a plusieurs personnes dans le service, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est quoi? C'est que les services sont structurés de telle façon à ce qu'ils fonctionnent bien. Si vous voulez faire le boulot de ces 5 personnes, vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez faire le travail à leur place, parce que vous pensez qu'il sera mieux fait, vous n'allez pas y arriver. Donc, c'est votre formation, c'est votre expérience qui fait que pendant des années, vous avez eu l'habitude de faire un travail et de très très bien le faire. Et du coup, d'avoir un niveau d'exigence qui soit élevé. Alors, quand vous arrivez et que vous reprenez un périmètre, vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas forcément la même exigence que vous. Certains sont moyens, certains sont beaux, certains sont malheureusement, au moment où vous reprenez l'équipe, mauvais. Ça arrive aussi. Mais vous ne pouvez pas faire le boulot à la place des 2 mauvais que vous avez dans votre équipe. Parce que vous ne faites pas votre travail. Et c'est ça, persister à vouloir être l'expert. C'est-à-dire que vous allez faire le boulot des 2 mauvais et continuer de vouloir être l'expert dans les 2 boulots. Et c'est surtout pas l'engrenage dans lequel il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage-là. Vous, comme je vous l'ai dit, vous ne contrôlez pas les tâches opérationnelles. Vous ne contrôlez que 10 à 15%. Vous allez vous rendre compte, quand vous allez faire ça, que les mauvais, à chaque fois que vous allez contrôler, même si c'est une fois sur 10, il va y avoir des erreurs. Donc là, vous les reprenez, vous les recadrez, enfin, vous ne les recadrez pas dans un premier temps, vous leur demandez ce qui se passe, pourquoi ça, c'est pas bien fait, pourquoi on n'est pas à ce niveau-là. Le niveau d'exigence, c'est celui-là, sur une échelle de 1 à 10, le niveau d'exigence, c'est 8, tu es à 2. Explique-moi pourquoi. Voilà. Et donc là, vous focalisez sur les personnes qui ont des difficultés et qui ne sont pas au niveau, et vous les aidez à progresser. Après, vous regardez une chose, ils sont de bonne foi ou ils sont de mauvaise foi. Des fois, ils sont les deux. Hein, ils vous jugent un peu. Donc, mais vous regardez souvent, vous apercevrez que c'est des problèmes de niveau. C'est pas forcément, les gens sont pas forcément, ils en font pas forcément exprès, mais ils n'ont pas été très bien formés. Ils n'ont souvent pas été accompagnés. On les a largués dans un coin. On leur a jamais expliqué ce qu'ils devaient faire ou ce qu'il fallait faire. Là, vous arrivez avec une exigence qui est ici. Avant, les managers, ils étaient ici. Bah oui, parce qu'avant, vous étiez un expert, donc votre exigence, elle est élevée. Bon, déjà, regardez comment vous pouvez, dans un premier temps, amener leur niveau au niveau de ce que faisait l'ancien manager. Créer les choses avec eux. Alors, ça, c'est vraiment... cette erreur-là, je la trouve nulle. Enfin, moi, personnellement, je la trouve vraiment nulle. Les managers qui s'entourent que de gens qui sont suiveurs. Je trouve ça petit en fait, parce que c'est manquer d'humilité. S'entourer de gens qui vont vous dire oui toute la journée, t'es le plus beau, etc. Ça va pas vous faire progresser. Hein. Ça va vous faire régresser même. Alors si c'est juste un problème d'ego, changez de métier, parce que le métier de manager, c'est pas d'avoir un ego surdimensionné, et c'est pas d'imposer absolument ses idées à tout le monde. Parce que souvent le groupe a de meilleures idées que vous. Et ça, c'est très puissant. Ça, je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à faire des débriefs sur des opérations commerciales, etc. Je me suis rendu compte que tout seul, j'avais des idées, mais qu'à 10, on en avait 5 ou 6 fois plus, quoi. Donc voilà, pour moi, quelqu'un qui s'entoure de suiveurs, c'est pas un leader, il sera jamais un leader. Le titre de mon blog, c'est Manager inspirant. Un manager inspirant, c'est un leader. Il fait pas l'erreur de s'entourer de béni oui. Il s'entoure de gens qui lui disent la vérité. Il s'entoure de gens qui vont s'opposer à lui quand il est dans l'erreur. C'est ça un leader.
Un leader, il n'a pas tout le temps raison. Hein. C'est pas sa façon de fonctionner. Un leader, il s'entoure de gens qui ont du courage, qui sont courageux, comme lui ou comme elle. Alors là, je vais vous parler d'une autre erreur. En fait, c'est de garder le même positionnement que vos collaborateurs. Il arrive des fois que, c'est peut-être votre cas, que vous soyez nommé dans le service, que vous deveniez responsable du service dans lequel vous aviez officié en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, pendant des années. Et en fait, vous gardez le même positionnement quand vous êtes nommé manager. Alors si vous avez alors je dis pas que les rapports humains doivent changer. La proximité, elle doit rester. Les choses doivent couler comme avant. Enfin, mais maintenant, il faut que vous n'avez pas à changer sur les rapports humains, aller prendre un café avec eux, aller faire une bouffe de temps en temps, enfin, avoir une proximité dans l'échange quand vous discutez. Au contraire, ça c'est une force, ça faut garder. Ça peut se transformer en force. Par contre, vous devez avoir une communication qui va être du coup un petit peu plus formelle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre rôle de manager, de leader, dans une réunion, c'est vous le boss, c'est vous l'arbitre, hein, à un moment donné. Donc vous devez avoir cette posture-là. Quand vous faites l'entretien annuel, vous devez avoir cette posture-là. Quand vous faites un recadrage d'un collaborateur, vous devez avoir cette posture-là. Donc c'est vraiment dans les instants de management, dans les moments de management, à des moments précis où là vous vous positionnez, là je suis le patron, je m'affirme. Alors ça veut pas dire je suis le patron tyran, hein. Ok ? Enfin, c'est très difficile d'évoluer dans le même service. C'est très difficile dans le rapport qu'on a avec ses anciens collègues. C'est pas facile. Mais par contre, quand c'est bien fait, quand le manager est assez intelligent et qu'il crée toutes les conditions pour que ça se passe bien et que l'équipe fait de même, ça peut être vraiment exceptionnel. Je pense que cette proximité que vous avez dès le départ, si vous réussissez à la conserver et que vous mettez une communication formelle quand il y en a, mais que vous restez pareil au quotidien, ça peut être extraordinaire. Vous allez pouvoir faire des choses incroyables avec cette équipe. Donc c'est pas facile à faire, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des histoires d'ego. Enfin, mais si vous réussissez à le faire, vous pouvez avoir de sacrés résultats. Donc travaillez en vous disant ça. Et puis bah voilà, dans les moments où vous êtes le patron, dans les moments où vous dirigez, vous dirigez. C'est vous le boss à ce moment-là. Si un mec dans l'équipe a déconné, vous le recadrez. Et c'est encore plus facile de le recadrer parce que vous le connaissez bien. Donc vous savez comment le recadrer. Hein. Donc voilà, très 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 important. Donc évidemment, quand je disais garder le même positionnement, ça veut dire que on est potes dans les réunions, on est potes, on rigole. L'entretien annuel, c'est toi qui le fais. Enfin, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, je l'ai vu ça. Donc, il faut pas être dans ce système-là. Vous continuez comme avant sur 80% du temps, et il y a 20% du temps où le chef, c'est vous. Et là, le chef, voilà, tiens, à un moment donné, s'il y a une décision à prendre, c'est vous qui la prenez. Une erreur, malheureusement, qui arrive, hein. Des fois, c'est de la maladresse. Hein. C'est même pas... il y a des cas où il y a des gens qui sont en fait maladroits. Puis il y a vraiment des cas où il y a des personnes qui prennent leurs équipes de haut.
Donc effectivement, c'est pas quelque chose à faire. C'est même plutôt l'inverse qu'il faut faire. Il faut garder cette humilité avec vos collaborateurs, parce que sinon malheureusement vous allez tôt ou tard le payer. Donc je crois qu'il faut de toute façon donner du sens, toujours donner du sens aux équipes. Il faut leur donner un cadre et il faut les laisser jouer à l'intérieur de ce cadre. Donc si vous faites bien ça et que vous restez humble, ça fonctionnera bien. Hein, et puis surtout, soyez vraiment... j'arrive pas à mettre un mot sur ce que je veux dire, mais il faut vraiment que vous soyez à l'écoute. Il faut que vous donnez au maximum tous les outils à votre équipe pour réussir. Donc ça peut être du matériel informatique, ça peut être du matériel technique, Je crois qu'il faut avoir l'intelligence de les écouter dans leur quotidien et tous les matins de voir avec eux ce qui n'a pas fonctionné, ce qui marche pas, etc. Quels sont les trucs qui les irritent en fait, les petits trucs tous les jours qui viennent grainer leur quotidien. Et quand vous savez quels sont leurs irritants, votre boulot de manager à vous, si vous voulez avoir votre équipe avec vous, c'est de régler leurs problèmes en fait. Parce que si ils sentent que vous êtes à l'écoute et que vous leur donnez des solutions, ils feront pareil avec vous. Ils vous aideront encore plus, puis ils vous aimeront encore plus. Alors certains disent on fait pas ça pour être aimé, mais quand les gens nous aiment bien, c'est quand même mieux. Hein, donc voilà. Alors la dernière erreur, et pour moi c'est une erreur importante, c'est de prendre tout à cœur. Vous avez des managers, vous avez des responsables, vous avez des chefs d'équipe qui prennent les choses extrêmement à cœur et qui vivent très très mal les critiques, les réflexions que leur équipe ou leur hiérarchie peuvent formuler. J'ai envie de dire, dans ce métier, malheureusement, on nous dit plus souvent, mais comme dans d'autres métiers, on nous dit plus souvent ce qui ne va pas que ce qui va bien. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, honnêtement, si vous prenez trop les choses à cœur, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment le métier que j'aime ? Après, c'est à vous de répondre à cette question. Parce qu'il faut vraiment prendre du recul sur ce que tout le monde vous dit. Il faut mettre de la distance. Hein. Il faut mettre de la distance entre ce qu'on vous dit à un instant T et ce qui s'est passé vraiment. Moi, je suis un peu embêté avec cette dernière erreur. Je serais tenté de dire que quand on prend vraiment trop les choses à cœur pour un manager, ça peut rapidement devenir insupportable. Et si on est dans ce cadre-là et que ça nous bouffe la vie et que vous n'êtes pas bien, que vous ne dormez pas, que vous êtes stressé, que... Moi j'ai vu des gens comme ça, quoi. Mais aujourd'hui j'ai envie de dire, faut partir, quoi. Faut pas rester, quoi. Faut faire autre chose, quoi. Hein, alors je sais que c'est toujours facile de dire faut partir, mais à un moment donné, il faut le faire parce que ça va tellement vous faire du mal si vous prenez tout le temps les choses à cœur que vous allez vraiment mal vivre les choses, ça va vous atteindre physiquement, psychologiquement, moralement. Moi, je vous conseille, si vous êtes vraiment dans ce contexte-là, malheureusement, je pense qu'il faut changer de métier.
Manager, c'est vraiment un métier, c'est un métier qui est très exigeant. Tout le monde alors je vais pas dire que tout le monde ne peut, enfin, pas dire que tout le monde ne peut pas être manager. Je pense que quelqu'un qui arrive, qui a jamais été manager et qui est déterminé, il réussira. Hein. Même si c'est compliqué, même s'il va avoir besoin d'apprendre plein de compétences, parce que le métier de manager, comme je l'ai dit dans cette vidéo, il y a plein de compétences à aller chercher pour devenir un bon manager. Par contre, quelqu'un qui malheureusement a cette détermination, mais qui quelque part est trop émotif, qui serait plus sur le volet émotionnel, peut-être que c'est pas le bon métier. Peut-être. Je sais pas répondre à cette question, mais moi, ce que j'ai souvent vu, enfin les gens qui réussissent dans ce métier-là, c'est parce que ils veulent réussir et ils veulent montrer à tout le monde qu'ils sont capables et que voilà, et qu'ils se laissent pas démonter à la première remarque où ils sont capables d'encaisser, quoi. Donc si malheureusement vous n'êtes pas dans ce contexte-là, ça va être difficile de devenir responsable. Voilà. Donc cette vidéo se termine par cette petite note négative, mais bon, faut pas le prendre comme ça. C'est plus quelque chose sur lequel vous devez travailler. Hein. Ça peut se travailler. Hein. Je pense qu'on est tous quelque part au départ un peu dans ce contexte-là. On prend les choses à cœur quand c'est notre premier job, etc. quoi. Mais si au bout de 3 à 4 ans, vous prenez encore tout à cœur, alors vous savez que ça fait partie du métier, là il faut partir. Donc on termine cette vidéo et donc je vous remercie de votre attention parce que mine de rien j'ai abordé beaucoup de sujets et du coup on a passé du temps sur les erreurs à éviter, quelles étaient les erreurs à éviter pour un manager qui débute et pour un manager en général. J'espère qu'avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous allez pouvoir les mettre en application. Il faut d'ailleurs les mettre en application. Hein, il faut avoir une petite réflexion par rapport à tout ce que je viens de vous dire. C'est important, réfléchissez à chaque point que j'ai abordé et regardez ce que vous pouvez améliorer dans votre management. Je vous remercie, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo offerte.